Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'Organisation des Nations Unies n'hésite plus à parler de situation humanitaire catastrophique au Sud-Soudan. Pour l'ONU, la solution idéale réside dans une négociation entre les deux pays. Le Rwanda poursuit sa politique de lutte contre le paludisme. 83% des ménages possèdent aujourd'hui des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Des dispositifs qui ont réduit le taux de mortalité lié à cette maladie à 4%. Et puis rencontre avec Samuel Lirga, un jeune pianiste éthiopien virtuose en cette fin d'édition. Considéré comme la relève du jazz éthiopien, il mêle soul, funk, musique traditionnelle et classique dans ses musiques. Le cas du Sud-Soudan exposé lors de la 69e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour l'ONU, le plus jeune État du monde traverse une situation humanitaire catastrophique. Mais pour le secrétaire général Ban Ki-moon, toute intervention militaire serait à exclure. Les précisions de Marina Vanier. Au Sud-Soudan, mais un dialogue obligatoire. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a exhorté les belligérants à trouver des solutions pacifiques à la bataille en cours. Il s'agit des premiers pourparlers depuis la signature fin août 2014 du 4e accord de cessez-le-feu depuis le début du conflit. Des combats ont éclaté en décembre 2013 entre les troupes loyales au président de Salva Kiir et les soldats fidèles à son ancien vice-président Riek Machar. Plus d'1 million de Sud-Soudanais ont fui leur maison depuis le début des heurts. L'homme est responsable de cette situation humanitaire particulièrement catastrophique. J'ai dit aux partis qu'il ne peut y avoir de solution militaire à leur conflit. La communauté internationale doit rester prête à imposer des mesures punitives aux personnes qui sont responsables des violences et entravent le processus de paix. J'en appelle une fois de plus aux hauts responsables des deux camps pour qu'ils trouvent un accord de partage du pouvoir qui soit inclusif et mutuellement accepté, afin d'entamer une phase de gouvernance de transition. À la naissance du Sud-Soudan, le plus jeune État du monde, des financements occidentaux et des exportations de pétrole ont offert une chance de construire une économie moderne. 3 ans plus tard, les conflits ethniques ont éclaté, glissant le pays dans une situation de famine. Il y a 3 ans, rappelez-vous, le sud du Soudan obtenait son indépendance avec le soutien de toute la communauté internationale. Le résultat aujourd'hui est une immense catastrophe, d'une grande ampleur, et nous devons vraiment nous joindre à toutes les forces de la communauté internationale en faveur de l'IGAD pour trouver une solution en vue de mettre un terme à cela. Pour l'instant, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUS, ne ménage pas ses efforts pour contribuer à l'allègement de l'énorme souffrance de la population. Le Kenya, l'Ouganda, le Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie ont tous travaillé à mettre fin au combat au Sud-Soudan. Ils seraient prêts à imposer des mesures punitives sans signe de progrès. Le Sud-Soudan est la 3e plus grande réserve de pétrole brut d'Afrique subsaharienne. Le feuilleton judiciaire se poursuit entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays voisins producteurs de pétrole ne parviennent pas à définir leurs frontières maritimes. Dernier événement en date, la Côte d'Ivoire a décidé à son tour de porter plainte devant un tribunal international après que le Ghana ait saisi cette même juridiction. Anan Fao. L'étape du dialogue et de la concertation n'aura duré que quelques mois entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au final, c'est devant les juges que se réglera la question du tracé de la frontière maritime entre les deux pays voisins. Un sujet hautement stratégique car la ligne traverse un gisement de pétrole offshore que les deux pays souhaitent exploiter. C'est un problème d'expertise. Où va la nappe gazière ou la nappe pétrolière et comment ça va se traiter. Il faut vérifier lequel des tribunaux a été saisi. Et ça n'a pas le même impact. C'est pas du tout la même démarche. Ce jeudi, le Ghana a décidé de porter plainte contre son voisin au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sans préciser devant quelle juridiction de l'ONU. 2 possibilités existent, la Cour internationale de justice pour les questions territoriales ou le Tribunal international de la mer. Vendredi, c'était au tour de la Côte d'Ivoire de saisir la justice. Est-ce qu'ils veulent déterminer les frontières terrestres en ne disant rien sur le champ pétrolier, ou est-ce qu'ils vont demander à la fois la question territoriale, mais aussi la question du sous-sol,
Maintenant, ça dépend comment l'affaire va se développer. Il y a les deux. Et ils peuvent demander les deux parce qu'un pays, il a la souveraineté sur son territoire, mais aussi sur son sous-sol. La Côte d'Ivoire produit actuellement 40 000 barils de pétrole par jour. Le pays encourage les compagnies pétrolières à prospecter dans ses eaux. De son côté, le Ghana produit 100 000 barils par jour. Accra s'est lancé depuis 2010 dans une production à grande échelle à partir de gisements offshore. L'opposition en ordre de marche ce samedi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ils étaient 2000 à manifester dans les rues de la capitale contre un éventuel nouveau mandat du président Joseph Kabila. Une marche de 5 km auquel Bruno Mavungu, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a participé. Vital Kamerhe, actuel président de l'Union pour la nation congolaise, était également présent. Écoutez. 2000 manifestants parce que nous avions occupé tout le boulevard, plus de 7 km avec une masse compacte de manifestants. C'était justement l'ensemble des partis de l'opposition, plus la société civile, pour justement demander à la population qui avait jusqu'à la peur de prendre et de se lever et de marcher et affronter son destin pour dire non à la révision de la Constitution. Le Rwanda connaît ces dernières années un réel progrès dans la lutte contre le paludisme. Le taux de mortalité dû à cette maladie est estimé actuellement à près de 4% dans le pays, et cela grâce à plusieurs stratégies de lutte, telles que la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée et des campagnes intensives de sensibilisation. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. Accentuer davantage les mesures de prévention du paludisme pour mieux traiter d'éventuels cas, c'est l'objectif des professionnels de santé du Rwanda. Nous sommes ici à Biryogo, dans un quartier populaire de Kigali, où vivent majoritairement des Rwandais et des ressortissants de plusieurs pays voisins. Une centaine d'agents de santé communautaire du centre de santé de la zone s'adonnent régulièrement à la sensibilisation des populations. Des séances qui se font parfois de porte en porte ou en grande masse. Et le résultat est probant. Car depuis le début de l'année, seulement 2 cas de paludisme ont été diagnostiqués dans la dite zone. En voyant les jeunes bébés, le mère qui meurt à cause du paludisme, alors j'ai décidé d'y participer pour contribuer dans le domaine de santé. Je sensibilise plus les mères et leurs enfants de moins de 5 ans. Je montre à la population les attitudes à adopter pour éviter le paludisme, mais aussi d'autres maladies comme la tuberculose et le VIH-Sida. 83% des ménages rwandais possèdent aujourd'hui des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Plus de 70% des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dorment sous ces moustiquaires. Mais à Biryogo, certaines attitudes des populations favorisent la propagation de la maladie. Le problème majeur qu'on trouve ici dans nos zones, il y a des personnes qui ne suivent pas les conseils des animateurs de santé. Dans ce cas, s'ils ne suivent pas ces conseils, il peut attraper le paludisme parce qu'ils n'utilisent pas souvent les moustiquaires. Les États-Unis ont alloué de 2007 à 2013 environ 145 millions de dollars au Rwanda pour lutter contre le paludisme. Ils ont affecté 18 millions de dollars cette année pour la même cause dans le pays. Aujourd'hui, le paludisme est la 4e maladie mortelle au Rwanda avec près de 4%. Et on termine ce journal en musique avec Samuel Yirga, un pianiste éthiopien reconnu comme l'un des plus prometteurs jeunes musiciens de jazz du pays. Ses compositions allient rythme traditionnel éthiopien et pop contemporaine. L'artiste se risque même à y glisser des sonorités soul, funk, classique et latine. Marina Vanier. Samuel Yirga ou la renaissance du jazz éthiopien. Ce virtuose du piano est l'un des plus brillants de sa génération selon ses pairs. À l'âge de 16 ans, Samuel est accepté à Yared, la prestigieuse école de musique d'Éthiopie. Il est arrivé 3e sur plus de 2000 candidats lors des auditions. J'ai commencé à écrire mes compositions lorsque j'étais en première année à Yared, ce qui est rare pour une première expérience dans la musique. C'est au 2e semestre, je ne me souviens pas du titre, mais de la chanson.
À 29 ans, Samuel cherche l'originalité. Sa musique est un cocktail de jazz, de soul et de musique traditionnelle éthiopienne. Sorti en 2012, Guzo Voyage en Amérique est son premier album. On peut y écouter des instrumentistes de son pays, d'Europe et de Caraïbes. Vous pouvez être soit coléreux, soit sauvage ou calme. Ce sont vos traits de caractère. Mais dans la musique, dans l'art, c'est votre particularité qui vous rend différent des autres. Lorsque je joue, je suis sûr que les gens me reconnaîtront par ma façon d'introduire le piano, mon genre rythmique, les harmonies que j'utilise sur la musique éthiopienne. Cela ne signifie pas que je ne suis pas influencé par d'autres grands musiciens du passé ou contemporains, bien au contraire. L'Éthiopie possède un riche patrimoine de jazz. Baptisé Ethio Jazz, il a atteint son apogée dans les années 1960 et 1970. Les amateurs de jazz éthiopiens affirment que Samuel est une nouvelle valeur sûre de la scène musicale du pays. Samy est un phénomène. J'ai eu la chance de jouer avec autant de pianistes et arrangeurs talentueux, mais Samy est unique en son genre. Je ne veux pas classer sa musique parce qu'il mélange divers genres, du jazz et la musique éthiopienne, en passant par la musique africaine, d'Amérique latine et classique. Samuel a acquis une reconnaissance internationale avec le groupe Ethio Fusion Dub Colossus. Son rêve est de créer une musique qui reflète à la fois ses racines éthiopiennes, mais aussi sa propre voix et sa vision. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.